Quelle est la différence entre un bon et un mauvais programmeur? Le mauvais programmeur, il a un clavier, il voit une fonctionnalité à coder, il prend son clavier et il écrit. Mais c'est un mauvais programmeur. Un bon programmeur, il a un clavier, il voit une fonctionnalité à coder, il prend son clavier et il écrit. Mais c'est un bon programmeur, car il écrit un code clair, agréable et facile à lire. Un bon programmeur, c'est un gars bien qui pense à son prochain. Bonjour à tous, c'est Arnaud. On va voir aujourd'hui quelques règles qui permettront à votre code d'être plus simple à comprendre. Et toutes ces règles, et bien d'autres, figurent dans l'ouvrage Clean Code de Robert C. Martin. Dans cette vidéo, j'ai réparti ces règles en 3 parties, les noms, les fonctions et les classes. Et je vous dévoilerai aussi la plus importante des qualités d'un programmeur. Cette première partie est assez simple. Prenez l'habitude de correctement nommer vos variables, fonctions et classes. Elles doivent être intelligibles et renseignées sur ce qu'elles contiennent et à quoi elles servent. Prenons un exemple. Vous développez un jeu et votre personnage a une fonction attaque, dont le contenu ressemble à cela. Plusieurs variables au nom obscur et des fonctions au nom peu explicites. Un futur lecteur, peut-être même vous, pourrait avoir du mal à comprendre en un coup d'œil ce que ces fonctions et variables représentent, et imaginer cela à l'échelle d'un projet, illisible et épuisant à déchiffrer. Changeons le nom des variables et des fonctions pour plus de clarté. Bon, voilà notre fonction attaque, plus agréable à lire. Regardons maintenant comment améliorer nos fonctions. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et à laisser un pouce bleu. C'est parti. J'adore cette partie du bouquin. Elle déborde d'astuces pour créer des fonctions élégantes et limpides. D'abord, l'ordre de lecture. Si ma fonction attaque fait appel à d'autres fonctions, celles-ci doivent venir directement sous ma fonction attaque et dans l'ordre d'apparition. Cela permet une meilleure lisibilité. Bien. Qu'en est-il de la taille d'une fonction? La grande règle, c'est qu'elle doit être petite. La seconde règle, c'est qu'elle doit être encore plus petite que cela. Petite comment? Eh bien, viser les 4 lignes par fonction, en comptant les if, les while, les switch. Oui, c'est très court, mais la règle suivante va vous aider. Une fonction ne doit faire qu'une chose, et elle doit le faire bien. En suivant cette règle, vous allez drastiquement réduire la taille de vos fonctions. Retournons à notre fonction attaque et regardons sa taille et ce qu'elle fait. Elle calcule les dégâts et le type de dégâts, elle sélectionne la cible, elle applique ensuite ces dégâts tout en émettant un son pour finalement modifier l'animator. Beaucoup de choses pour une seule fonction dont la taille est presque de 30 lignes. Découpons cette fonction attaque en d'autres plus petites. Commençons par isoler le code relatif à l'animator dans une fonction updateAnimator. Créons une fonction applyDamageToTarget qui prend comme argument target, damage et damageType, ainsi qu'une fonction emitAttackSound qui prend damageType comme argument. Déplaçons le switchCase dans ces nouvelles fonctions et retirons les appels inutiles. Voilà notre fonction attaque, plus lisible, mais on peut faire mieux. Parlons un peu des switch cases et la manière de les enlever d'une fonction. Reprenons nos fonctions applyDamageToTarget et emitAttackSound. En fonction du type d'attaque, une logique différente est appliquée et ces fonctions ont toutes les deux un switch case. Mais si un nouveau type d'attaque apparaît, il va falloir aller dans chacune des fonctions pour les mettre à jour. Ce qui n'est pas très élégant, cela introduit le risque d'un bug et ça ne respecte pas l'un des principes solides, à savoir l'open close principle. Le but ici sera de retirer ce switch case redondant de ces fonctions pour l'utiliser une seule fois à un autre endroit du code. Et on va faire cela avec un peu de polymorphisme et d'héritage. Créons une classe abstraite DamageData contenant une fonction abstraite applyDamageToTarget et emitSound. Pour chaque type de dommage, on va ajouter une classe qui héritera de DamageData et implémentera les fonctions abstraites. Ces classes sont PhysicDamage, MagicDamage et PsyDamage. Maintenant que les classes sont créées, retournons dans DamageData
et ajoutons une nouvelle classe factory qui s'occupera de créer une des sous-classes en fonction de l'enum qu'on lui passe en argument. Le switch case n'est maintenant présent qu'à un seul endroit, là où sont créées les classes. De retour dans la fonction attaque, on va modifier getDamageType pour qu'il retourne un objet de type DamageData en fonction de l'enum, par exemple physique attaque. Il reste alors à modifier applyDamageToTarget et emitAttackSound pour qu'elles prennent un DamageData comme argument. Si maintenant un nouveau type de dégâts devait être créé, les fonctions applyDamageToTarget et emitAttackSound ne devraient pas être modifiées. Parlons maintenant du nombre d'arguments idéal d'une fonction, et là, ça devient vraiment très intéressant. Le nombre idéal d'arguments d'une fonction est 0. On dit alors qu'une fonction est niladique. C'est le top, clairement. Une fonction avec un argument, dite monadique, est encore très facile à lire et est donc tout à fait acceptable. Une fonction à 2 arguments, diadique, devient déjà plus compliquée, mais ça reste gérable. Et les fonctions à 3 arguments, triadiques, sont à éviter le plus possible. Et n'allez pas plus haut dans le nombre d'arguments, ça vaut pas la peine, ne les utilisez pas. Regardons notre fonction attaque pour voir que 2 sous-fonctions nécessitent 2 et 3 arguments. Simplifions un petit peu tout cela. Maintenant qu'il existe une classe représentant les dommages et leurs effets, nous pouvons la modifier pour qu'elle contienne la quantité de dommages à appliquer. Créons un constructeur pour la classe DamageData qui prend un entier comme paramètre. Il faut ensuite répercuter ce changement sur les classes enfants et ensuite modifier le factory pour qu'il injecte une quantité de dommages lors de la création d'un DamageData. La quantité de dégâts étant maintenant une variable au sein de la classe DamageData, nous n'avons plus besoin de passer cette information en tant qu'argument dans la fonction applyDamageToTarget. Modifions donc les sous-classes de DamageData pour refléter ce changement. De retour dans la fonction attaque, nous allons modifier getDamageType et la renommer en createDamage et renseigner une quantité de dégâts à appliquer pour la création d'un DamageData. On peut alors simplifier la fonction applyDamage pour qu'elle prenne comme argument une instance de la classe DamageData. En ce qui concerne la variable target, un moyen de l'extraire des arguments, c'est de la convertir en une variable d'instance, ce qui est déjà le cas dans ce script. De cette manière, target est directement accessible pour toute fonction qui en a besoin sans devoir la passer en argument. On peut alors modifier les différentes fonctions pour qu'elles l'utilisent. Et on pourrait pousser le concept plus loin en transformant la variable locale damage en une variable d'instance. Plus besoin de passer un paramètre dans les fonctions applyDamageToTarget et emitAttackSound. Voilà une fonction attaque de 4 lignes bien lisible. Le problème avec cette règle, c'est qu'on se retrouve vite avec plein de variables d'instance qui ne sont pas nécessairement utiles pour toutes les fonctions. C'est un indicateur fort que votre classe peut être améliorée. Alors restez avec moi et regardons maintenant quelques règles sur les classes. La règle numéro 1, c'est l'organisation d'une classe. Une classe doit débuter avec la liste de ses variables, en commençant par les variables publiques statiques constantes, s'il y en a, suivies des private statiques, et ensuite des variables private d'instance. Des variables publiques d'instance doivent vraiment avoir une bonne raison d'exister. Viennent ensuite les fonctions publiques
et leurs fonctions privées d'utilité, à la manière décrite dans la section précédente concernant l'ordre de lecture. La règle numéro 2, c'est que l'encapsulation est roi. Donc, essayez de garder un maximum vos variables et vos fonctions d'utilité private. Plus l'encapsulation est forte, mieux c'est, car il y a moins de risques de bug. Il existe des exceptions, mais nous en reparlerons si on s'intéresse au unit test. La règle numéro 3, une classe doit être petite. C'est le Single Responsibility Principle. Vous connaissez déjà ce principe si vous avez vu ma vidéo sur les principes solides. Une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer. Et en clean code, cela signifie qu'une classe doit être petite et n'avoir qu'une seule chose à faire. Si on prend la classe Movement Controller qui contient la fonction attaque, on remarque vite que cette classe fait beaucoup trop de choses. Elle déplace le personnage, gère l'attaque, permute les caméras. Du refactoring est nécessaire et je vais vous donner un petit indice avec la règle suivante qui concerne la cohésion. Une classe devrait avoir un nombre limité de variables d'instance. Ce sont ces variables-là. Chaque méthode d'une classe devrait manipuler une ou plusieurs de ces variables. En règle générale, plus une méthode utilise un grand nombre de variables d'instance, plus haut est son degré de cohésion. Il vous faut donc rechercher le plus haut niveau de cohésion au sein de votre classe. Mais nous en parlions dans la section précédente. La stratégie visant à garder une fonction petite et une liste courte de paramètres va avoir comme conséquence la prolifération de variables d'instance qui ne sont utilisées que par une portion des fonctions de la classe. Cela est un bon indice qu'une nouvelle classe peut être extraite de votre classe actuelle. En jetant un rapide coup d'œil sur notre classe Movement Controller, on remarque que la variable damage n'est utilisée que par quelques fonctions de la classe. Il serait donc judicieux d'extraire ces fonctions dans une nouvelle classe. Bref, voilà la vraie valeur d'un développeur professionnel. Sa capacité à communiquer. Et oui, c'est surprenant. Sa faculté à écrire un code dont le style, l'architecture et les termes vont rendre sa lecture agréable. Et soyons honnêtes un instant, on passe plus de temps à lire du code qu'à en produire. Du coup, autant que ce soit agréable et facile à lire. Et je terminerai cette vidéo par une citation de Martin Golding qui résume très bien pourquoi il faut soigner son code. Programmez toujours comme si la personne qui devra maintenir votre code est un violent psychopathe qui sait où vous habitez. Allez, bisous. Oh, et si vous êtes intéressé par les principes solides, allez donc voir ma vidéo sur le sujet.